Titre. Lors de mon entretien d'évaluation, le père de ma femme, le PDG, m'a dit froidement, on vous licencie. Problème de performance. De retour à la maison, ma femme m'a tendu une brochure d'un refuge pour sans-abri et m'a dit, maintenant que tu es au chômage, je n'ai plus besoin de toi. Je suis parti en silence. Une semaine plus tard, elle et son père m'ont appelé. 193 fois. Après avoir compris qui j'étais vraiment. Chapitre 1. L'évaluation de performance. Je suis arrivé dans la salle de réunion avec 15 minutes d'avance, serrant mon dossier d'évaluation et un café que j'avais à peine touché. La tension dans ma poitrine n'était pas due au stress, mais à quelque chose de plus froid. Un changement que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je ressentais au plus profond de moi. 3 ans. C'est le temps que j'ai passé chez Synterix Technologies. J'ai débuté comme stratège intermédiaire et j'ai gravi les échelons rapidement, plus vite que la plupart, grâce à de longues nuits et à des résultats impeccables. Le père de ma femme, Monsieur Richard Ellsworth, était PDG, même s'il me saluait rarement en dehors des formalités de l'entreprise. Notre relation était au mieux glaciale, mais je n'ai jamais demandé d'aumône. J'ai obtenu mes promotions au mérite. Du moins, c'est ce que je pensais. La salle de conférence était brillante et stérile. Une table en acajou. Des chaises chromées. Et en bout de table, Richard était assis, entouré des RH et de 2 membres du conseil d'administration que je ne connaissais pas. Aucun sourire. Pas de salutation. Juste un hochement de tête froid. « Assieds-toi », dit Richard en ouvrant un dossier sans me regarder. Je me suis assis. « On va faire vite », a-t-il poursuivi. Après avoir examiné votre dernier trimestre, nous avons identifié une série de problèmes de performance. Objectifs manqués. Inefficacité budgétaire, manque d'innovation. J'ai cligné des yeux. Pardon ? On vous laisse partir, dit-il sans émotion. Avec effet immédiat. Un silence si épais planait dans l'air qu'il faillit m'étouffer. J'ai jeté un coup d'œil vers le directeur des ressources humaines qui évitait tout contact visuel. Un membre du conseil d'administration a soupiré, visiblement mal à l'aise. J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée. Parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Ce n'était pas une question de performance. C'était personnel. Le regard de Richard se posa sur le mien, vif et satisfait. Tu as épousé ma fille. Ça t'a apporté une certaine sympathie. Mais la bonne volonté n'excuse pas la médiocrité. Il a glissé une lettre de licenciement sur la table. La sécurité vous escortera dehors. Je fixais le papier. Mes mains restaient immobiles. Au fond de moi, mon esprit ne hurlait pas. C'était calculateur. Quelque chose de subtil et d'irréversible venait de se produire. Non pas parce que j'avais perdu mon emploi, mais parce que j'avais vu son sourire narquois. Ce sourire narquois qui disait, « Tu n'as jamais été des nôtres ». Je me suis levé lentement. J'ai ajusté mes menottes. « Merci pour la précision », dis-je d'une voix assurée. Je n'aurais pas besoin de sécurité. Je sortis sans toucher à la lettre. Mais je ne rentrais pas vaincu. J'allais affronter ma femme. Et commencer quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Chapitre 2. La brochure. Le silence de la maison m'accueillit à mon retour ce soir-là. Froid, creux et inhospitalier. Pendant des années, j'avais imaginé rentrer à la maison pour trouver de la chaleur, peut-être un câlin, peut-être de l'attention. Mais ce soir, l'air semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ma femme, Nathalie, était assise à l'îlot central de la cuisine, sirotant du vin dans un verre qui coûtait probablement plus cher que le repas que j'avais sauté au déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Juste pour dire, tu rentres tôt. Oui, ai-je dit doucement en posant ma serviette. L'entreprise a décidé de se restructurer. Cela a retenu son attention. Elle a levé les yeux, non pas par inquiétude, mais avec la curiosité qu'on éprouve en voyant un inconnu faire tomber un verre. « Attends », dit-elle, les lèvres pincées. « Tu t'es fait virer ?» Je ne répondis pas. Son sourire narquois s'élargit. « J'ai dit à papa que tu prenais trop tes aises. Tu aurais dû suivre son conseil. » Ma poitrine s'est serrée. J'aurais voulu demander, « Tu savais ?» Mais quelque chose dans sa voix m'a tout dit. Elle savait. Elle avait probablement participé à l'organisation. Elle fit tournoyer son vin paresseusement,
puis fouilla dans son sac fourre-tout et glissa une brochure pliée sur le comptoir. « Tiens, dit-elle froidement. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. » Je l'ai dépliée. Un refuge pour sans-abri. Elle n'a pas cligné des yeux, n'a pas bronché. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Maintenant que tu es au chômage, je n'ai plus besoin de toi. C'était tout. La confirmation finale. Des années de sacrifices, à l'avoir soutenu pendant ses études supérieures, à avoir financé ses projets de start-up, des nuits blanches, une fidélité indéfectible, tout cela réduit à une brochure et un sourire narquois. Je restais planté là, à la fixer, sentant la pièce légèrement penchée. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Au lieu de ça, j'ai dit doucement, « Merci, Nathalie. Tu as clarifié les choses. » Elle haussa un sourcil. « Tu ne vas pas supplier ? » « Non, dis-je d'une voix étrangement calme. Je ne supplie pas. Je m'adapte, tout simplement. Son rire m'a suivi dans le couloir tandis que j'allais faire mes bagages. Ajuste tout ce que tu veux, Liam. Mais c'est notre maison. Ne prends rien qui ne t'appartient pas. Je m'arrêtai sur le seuil de notre chambre, jetant un dernier regard à l'espace où se déroulait ma vie. Son reflet dans le miroir souriait, vif, satisfait. Mais elle ne comprenait pas ce que je pensais. Que cette maison ne lui avait jamais vraiment appartenu, que l'entreprise qu'elle et son père dirigeaient non plus, et que l'homme qu'il croyait avoir brisé commençait à peine à s'élever. Chapitre 3. Le silence avant la tempête. Je suis parti ce soir-là avec une petite valise et ma dignité intacte. Pas de bagarre, pas de menaces, pas de grandes déclarations. Mais dans mon silence, j'avais déclenché une guerre. Nathalie pensait que je n'avais nulle part où aller, que j'étais fini. Ce qu'elle ignorait, c'est que je m'étais préparé à ce moment depuis le début. 3 ans auparavant. Une identité cachée. Quand j'ai épousé Nathalie, son père a insisté pour que je progresse dans l'entreprise. Il m'a confié un poste subalterne, celui de support informatique. Il ignorait que j'étais l'investisseur discret derrière l'une des startups technologiques rachetées plus tard par Grainger Dynamics pour des millions. Il ignorait que j'avais un double diplôme, l'un en cybersécurité, l'autre en finance. Il ignorait également que j'avais déjà vendu 2 entreprises SaaS, anonymement, et que j'en étais reparti avec plus de 14 millions de dollars avant mes 32 ans. Il me prenait pour un humble technicien qui avait épousé une femme, et c'était exactement ce que je voulais. Le plan B. J'ai emménagé dans un appartement calme le lendemain, payé intégralement pour 6 mois. Nathalie n'a envoyé ni SMS ni appel. Elle pensait que je reviendrais en rampant, que je supplierais son père de me donner une seconde chance. Au lieu de cela, j'ai passé la semaine à activer le plan de secours que j'avais élaboré 1 an après notre mariage. Appelez ça de la paranoïa. Appelez ça de l'instinct. Moi, j'ai appelé ça de la survie. Décrypter leur monde. Première étape, geler les cartes de crédit conjointes. Deuxième étape, révoquer l'accès au fonds fiduciaire d'urgence que Nathalie ignorait que j'avais créé à mon nom. Troisième étape, commencer à me débarrasser progressivement de mes actions silencieuses dans Grainger Dynamics, celles que je détenais via une société écran privée enregistrée à Singapour. Car voici ce que Richard Grainger n'a jamais réalisé. Lorsque son entreprise a acquis Corsis AI, cette petite start-up dotée d'une technologie de pointe en matière de détection des menaces, il pensait avoir fait un coup facile. Il ignorait que j'étais le créateur et actionnaire majoritaire, et il m'a cédé plus de 12% de Grainger Dynamics sans sourciller. Le téléphone se met à sonner. Le 7e jour de ma disparition, mon téléphone vibre. C'est Nathalie, puis Richard, puis les deux, encore et encore. 193 appels manqués à la fin de la journée, car un membre du conseil d'administration avait découvert le véritable propriétaire des actions désormais vacantes en vente. Et cette personne venait de refuser de renouveler les droits de licence qui alimentaient le nouveau contrat gouvernemental de Grainger. Des millions étaient en jeu. La voix de Nathalie tremblait sur la messagerie. « Liam, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Je n'avais pas fini. Chapitre 4, la trahison au conseil d'administration. Quand Richard Grainger a compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. Il a fait irruption dans la salle de réunion de Grainger Dynamics, le visage rouge, hurlant dans son téléphone, entouré de quelques-uns de ses bénis oui-oui, ceux-là même qui ricanaient dans mon dos. Mais cette fois, il ne riait pas. Car le nom inscrit au programme ce matin-là,
celui qui a fait asseoir tous les actionnaires des 9 heures précises, était le mien. Liam Carter, cité comme actionnaire principal et ancien directeur stratégique de Corsi AI. Et je n'étais pas là pour demander quoi que ce soit. Monsieur Gringer, vous êtes à ma place. Je me tenais au bout de la table, calme, costume repassé, chemise à la main. Richard se figea comme s'il avait vu un fantôme. Le conseil d'administration nous regarda, perplexe, jusqu'à ce qu'une des membres les plus anciennes, Catherine Lowell, s'éclaircisse la gorge. Richard, les actions qu'il avait revendues étaient de classe B, les actions de classe A avec droit de vote, toujours actives, et la majorité resta bouche bée. Parce qu'il avait enfin compris. Alors qu'il s'était concentré sur les chiffres et les titres, je me concentrais sur l'influence. Il a licencié l'homme capable de démanteler son entreprise d'une simple signature. Premier geste. J'ai ouvert le dossier. Point 1, ai-je commencé en faisant glisser un document sur la table. La dépendance de Gringer Dynamics au logiciel de détection des menaces Corsi dépasse 70%. À minuit, cette licence expirait. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Point 2, Richard Gringer avait omis de révéler que sa fille, Nathalie, avait directement profité du reconditionnement et de la revente illégaux de codes de logiciels propriétaires. Les regards se tournèrent brusquement vers lui. Nathalie avait détourné des profits de contrats annexes, tous acheminés via des comptes fictifs. Des preuves? Déjà envoyées au conseil d'administration par courriel scellé. Plus de masques. La voix de Richard se brisa. Vous nous avez utilisés. J'ai souri, le laissant enfin paraître. Tu m'as utilisé en premier. Tu m'as rejeté. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont remplacé. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas perdu le contrôle. J'ai lâché prise juste assez longtemps pour voir jusqu'où je tomberais tout seul. Le conseil a demandé un vote. En moins de 15 minutes, Richard Gringer était suspendu dans l'attente d'une enquête. Le même jour, Nathalie recevait une assignation à comparaître pour fraude numérique et violation de propriété intellectuelle. Et moi? On m'a proposé le poste de directeur technique. J'ai refusé. Je ne suis pas revenu pour diriger votre entreprise. Je suis venu vous rappeler qui a bâti son avenir, pendant que vous étiez trop occupé à essayer d'effacer le mien. Chapitre 5. Le prix de la trahison. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'action de Gringer Dynamics a chuté dans les 48 heures suivant la réunion du conseil d'administration. Les forums technologiques et les médias d'information économique ont commencé à reconstituer le puzzle. Une fraude interne massive, des licences expirées et un changement de pouvoir public qui a laissé les vétérans du secteur stupéfaits. Mais rien n'a été plus brutal que ce qui a suivi, non pas dans les salles de conseil ni dans les gros titres, mais dans les retombées silencieuses qui ont déchiré des vies personnelles. La chute de Nathalie. Les réseaux sociaux de Nathalie, autrefois une galerie de photos de luxe soigneusement sélectionnées, ont disparu du jour au lendemain. Ses sponsors l'ont abandonnée. Ses amis ont pris leur distance. Ses contrats avec des influenceurs se sont taris comme du papier toilette. Même sa mère, qu'il avait autrefois fièrement présentée comme l'héritière Gringer, refusait de répondre à ses appels. Puis est arrivée la plainte civile, déposée par des actionnaires qui avaient investi sans le savoir au plus fort de ces malversations financières. Elle m'a contacté par message privé. Liam, s'il te plaît. Dis-leur que je n'étais pas le seul. Je ne voulais pas te blesser. Je n'ai pas répondu. Car ce n'était pas seulement une question de choix. C'était aussi la facilité avec laquelle elle avait rejeté l'homme qui avait bâti sa vie à ses côtés. L'héritage de Richard, démantelé. Le nom Gringer, autrefois synonyme de prestige, est devenu un cas d'école d'arrogance d'entreprise. Richard a tenté de présenter l'affaire comme un malentendu, mais la piste numérique était indéniable. Et, dans un ultime acte de justice poétique, le ministère de la Justice a ouvert une enquête officielle sur les anciens contrats gouvernementaux attribués à Gringer Dynamics sous le mandat de Richard, contrats que j'avais initialement négociés. Il s'est avéré qu'ils avaient modifié les dossiers des fournisseurs après mon départ. Un audit fédéral a été le clou du cercueil. Ma décision finale. J'ai fait don d'une partie du montant de mon règlement, issu du litige entre actionnaires, à un fonds de bourse d'études destiné à aider les ingénieurs et programmeurs de première génération. Ce fonds porte le nom de quelqu'un qui a toujours cru en moi, l'initiative Thomas Carter. En hommage à mon défunt père, un charpentier qui n'a jamais appris à coder,
mais qui m'a toujours dit que je pouvais tout construire. Je n'avais pas besoin de gloire, de reconnaissance ou de vengeance pour faire du bruit. J'avais juste besoin d'être complet. Le message de Nathalie, des semaines plus tard. Un message vocal, plein de larmes. Tu n'as jamais crié. Tu n'as jamais riposté. Tu as disparu. Et ça fait plus mal que tout. Tu étais le vrai, Liam. Je le vois maintenant. J'aurais aimé le voir avant que tout s'écroule. J'étais assis dans mon nouveau bureau. Pas chez Gringer Dynamics, mais dans une petite start-up dans laquelle j'avais discrètement investi il y a des années. Un endroit où les gens étaient humbles, la mission était réelle et où mon nom comptait vraiment. Je n'ai pas rappelé. Certaines leçons ne sont pas faites pour être partagées. Elles sont faites pour être ressenties. Épilogue. Le pouvoir de la vengeance silencieuse. Un étrange silence suit la tempête. Non pas celui de la paix, mais celui de la prise de conscience. Nathalie et Richard avaient bâti leur identité sur les apparences. Dîner raffiné, marque de luxe, prestige des conseils d'administration et illusion de contrôle. Ils croyaient que le pouvoir venait de la domination, du fait d'écraser les autres pour s'élever. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le vrai pouvoir ne crie pas, il planifie. Ce qu'ils ont perdu. Nathalie occupe désormais un poste intermédiaire dans une agence de marketing numérique, essayant de reconstruire une réputation brisée par la trahison et le scandale. Elle conduit une berline d'occasion et loue un modeste appartement, bien loin de l'époque où elle occupait un appartement de luxe. Richard ? Une retraite anticipée, non par choix. Son nom est désormais gravé dans les mémoires juridiques, un récit édifiant dans les cours d'éthique des MBA. Son prétendu héritage s'est effacé à chaque nouvel article sur la chute de son entreprise. Leur cercle social ? Disparu. Leur influence ? Vaporisée. Leur fierté ? Réduite en cendres. Ce que j'ai gagné. Je n'ai pas seulement retrouvé ma carrière, j'ai retrouvé ma dignité. Aujourd'hui, je suis mentor de jeunes ingénieurs, j'investis dans des startups éthiques et je finance discrètement des programmes technologiques communautaires qui aident les jeunes défavorisés à percer dans le monde de l'innovation. J'ai trouvé un but, pas seulement du profit, et surtout, j'ai trouvé la paix en sachant que je n'avais jamais eu à devenir cruel pour gagner. La leçon. Si quelqu'un essaie de tamiser votre lumière pour que la sienne brille davantage, laissez-le faire. Ensuite, allumez un feu de joie pour chaque pont qu'il a brûlé, et laissez-le regarder depuis le froid. Car rien ne hante plus l'égoïste que de regarder celui qui l'a trahi. Prospérer sans eux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de le laisser se détruire lui-même, pendant que tu t'élèves. Et je m'élève. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage plus fort ? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Aimez si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à Les Liens du Passé, car ici, les trahisons ne dorment pas. Elles traquent leur maître. Chaque ombre cache un jugement, chaque masque se brise et chaque trahison trouve une réponse. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.